forcément, elle ne va pas donner le sein correctement. Et puis, idéalement, avoir des tabourets au-dessous des pieds pour les surélever, des coussins derrière le dos. Maintenant, il y a les coussins d'allaitement qui se vendent pour les gens qui se permettent, parce que c'est cher quand même, pour les gens qui ne se le permettent pas, juste un petit coussinet derrière le dos et ça pourrait marcher pour que cette courbure matqash et puis pour diminuer les tensions. La position du bébé aussi, il faudrait que la tête et le corps du nouveau-né soient alignés. C'est-à-dire que il ne va pas prendre bien le sein. Donc il faudrait qu'il soit vraiment aligné d'une manière, le corps et la tête, ils sont vraiment alignés. Il doit être face au sein avec la tête face au mamelon. Donc sa tête, elle va être face au mamelon. Le corps du nouveau-né est proche de celui de la mère. Donc normalement, elle doit le soutenir comme ça, de telle manière. Et j'ai tout le corps d'Yelone. Un bébé, il fait 3 kilos. On peut le prendre en entier ici. Et la tête doit être mise ici au niveau du creux du coude. Et puis, le corps du nouveau-né est entièrement soutenu justement et la mère qui est assise confortablement avec le dos soutenu. C'est très 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 important. Ces 15 minutes, si elle se passe mal, et les premières tétées, si elle se passe mal, cette maman n'aura plus envie de donner le sein. Et moi j'ai vu des mamans qui disent pas question. Donc tu peux pas finalement la manière avec laquelle il prend le sein est mal, elle est très mal dès le départ. La prise du sein, le menton, il faudrait qu'il touche le sein. Je sais pas, je vous ai pas mis, c'est dommage, je vous ai pas mis des photos, mais ça aurait été plus explicite. Donc le menton doit toucher le sein pour qu'on sente qu'il est proche. La bouche, elle est grande ouverte. Et puis la lèvre inférieure, elle est éversée vers l'extérieur. Comme ça, il va sucer comme il se doit. L'aréole, il est plus visible au-dessus qu'au-dessous de la bouche. C'est-à-dire qu'il prend bien le sein parce que la partie de l'aréole, et dès que la partie marron dit le sein, elle devrait être bien prise par la bouche du bébé pour qu'on sache qu'il tète comme il se doit. La durée, normalement le début, c'est la demi-heure suivant l'accouchement quand c'est un accouchement normal. Quand c'est une voix basse, c'est la demi-heure suivant l'accouchement où on va proposer le sein à cette maman. Après, quand c'est une césarienne, déjà la montée laiteuse, elle va tarder plus et la maman, elle est encore fatiguée. Donc généralement, quand c'est une rachis, on attend maximum 1 à 2 heures si la maman peut. Maintenant, quand c'est une anesthésie générale, idéalement 24 heures parce qu'il y a le passage des anesthésiques au niveau de la circulation qui vont passer aussi au niveau du lait. L'allaitement maternel exclusif, donc, quand on le donne, les besoins nutritionnels sont satisfaits depuis la naissance jusqu'à 6 mois, sauf pour 2 vitamines. Vous allez voir que quand c'est une maman allaitante à 100%, le stérogile, on le donne à tout le monde. La vitamine D, elle est donnée au niveau des centres de santé ou autrement, on la prescrit aux mamans dans le programme de vaccination. Et la vitamine K, le fameux conaquion qu'on va donner depuis la salle de naissance. Donc la vitamine K, parce que vous allez voir que le lait maternel, il est dépourvu en vitamine K et donc il faudrait qu'on supplémente jusqu'à 1 mois, voire même plus. Pour les enfants qui ont fait une maladie hémorragique du nouveau-né, on arrive jusqu'à 3 à 4 mois. Il y a maintenant des formes tardives de la maladie hémorragique du nouveau-né, idéalement arriver jusqu'à 4 mois, chose qu'on ne fait pas encore. L'allaitement, quand il est exclusif, il permet une croissance normale jusqu'à 6 mois, qui peut se poursuivre jusqu'à 2 ans. D'ailleurs, c'est connu, normalement, normalement, mais avec diversification à partir de 6 mois. Parce qu'à partir de 6 mois, ce lait maternel n'est plus suffisant pour assurer les besoins de ce bébé. Donc, au-delà de 6 mois, il faudrait diversifier. Quand c'est une maman qui est allaitante exclusivement, ce n'est pas la peine de rajouter quoi que ce soit les 6 premiers mois. L'allaitement, quand est-ce qu'on parle d'allaitement efficace? Quand les tétées sont supérieures à 7 jusqu'à 8 par 24 heures. Donc c'est un allaitement efficace. Le bébé, il est là. La demande, elle est là, puisqu'il demande à téter. Et le lait, on peut le donner. Les déglutitions sont visibles. Un bébé qui déglutit, le passage à travers là, donc il déglutit. Et puis, ils sont audibles à chaque tétée. Tu entends le passage du lait. Les selles sont nombreuses. Sachez que normalement, le lait maternel, c'est un lait qui est laxatif. Et ça peut aller, normalement, chez les mamans, jusqu'à 1 selle par tétée. La maman qui il fait de la diarrhée, c'est pas une diarrhée, madame. Ça peut aller jusqu'à 8, voire 10 selles. Au-delà de 10 selles, la maman allaitante, elle a une diarrhée. Mais moins, il peut faire ces selles après chaque tétée. Et puis, les urines sont abondantes. C'est un bébé qui mouille ses couches correctement. Donc, normalement, il prend ce qu'il faut pour pouvoir mouiller ses couches. Et la prise de poids, elle va dépasser 150 grammes par semaine pendant les 3 premiers mois. Donc, on est efficace. C'est un bébé qui grandit. Donc, il pousse. Donc, ce lait, il est suffisant.
C'est quoi les clignotants d'alarme? Quand elle vient vous dire je donne moins que 10 cc par 3 repas par jour, c'est pas un clignotant d'alarme. On a trouvé le bébé déshydraté. C'était un bébé qui était chez nous, Al-Farabi. Il était Al-Farabi chez nous. Il a commencé à perdre du poids alors qu'il était à côté au niveau du service parce qu'on l'a mis auprès de sa maman pour compléter son traitement. Et on se retrouve avec un bébé qui perd du poids de plus en plus. Quand on pousse l'interrogatoire, la déshydratation, l'hyperplasie congénitale du sérénal, des fois comme si on a les diagnostics, alors que normalement il fallait juste faire un petit interrogatoire. Et on se retrouve avec une maman qui donne une tétée chaque fois qu'elle mange. Donc à l'aise, derrière le régime. Donc un bébé qui dort beaucoup aussi, c'est un clignotant d'alarme. Donc il faudrait le réveiller pour lui donner à téter. Il ne faut pas s'attendre à ce que lui réclame. C'est clair. Un bébé, il ne parle pas. Donc, quand il ne demande pas, il faut le réveiller, lui donner. Généralement, toutes les 3 heures pour un bébé à terme. Pour un bébé prématuré ou macrosome, c'est toutes les 2 heures. Parce que même les macrosomes, ils font beaucoup d'hypoglycémie. Donc, il faudrait les réveiller pour leur donner à téter assez fréquemment. Les selles et les urines qui sont peu fréquentes pendant le premier mois, il n'a pas à être constipé, sauf s'il y a un problème ailleurs. Mais normalement, il mouille ses couches, les couches iconotral, bon, les urines, mais la couche est là, avec normalement du méconium qui est là, ou les selles qui sont là, c'est un bébé qui va bien. Mais non plus que les couches c'est un bébé qui ne prend rien donc il n'y a pas de déchets, c'est pas normal. La prise de poids qui est moins de 20 grammes par jour en moyenne, et puis les engorgements ou douleurs persistantes. L'engorgement, c'est la mère qui a de toutes les manières, elle a des seins qui sont assez enflés tout le temps. Donc, elle ne les vide pas. Et donc, ils vont s'engorger, ils vont se retrouver assez rouges, et facilement, elle va passer à l'abcès. Et donc là, ça devient encore pire, parce qu'elle va arrêter cet été, et ça ne va plus lui donner envie déjà de donner le sein, parce que les seins sont engorgés, ils sont rouges, ils sont lourds, il y a beaucoup de fièvre, elle a du mal, et donc ça ne va pas arranger les choses. Il faut faire attention, une maman qui a les seins engorgés, c'est qu'elle ne donne pas assez à téter à ce bébé-là. C'est quoi les motifs fréquents de consultation chez une maman allaitante? Une insuffisance de lait. La plupart des mamans, quand sachez que la vraie hypogalaxie, elle se voit que chez 5% des femmes à travers le monde. Donc, il y a 5% في العالم qui ont une hypogalaxie vraie, c'est-à-dire où il n'y a pas vraiment de lait. Donc, les 95%, c'est des femmes qui pourraient allaiter sans problème. Il y a une corrélation très importante entre la production de ce lait, la fréquence des tétés, l'efficacité de l'extraction de lait. Donc, la maman, quand elle propose beaucoup plus, elle aura une bonne montée laiteuse. Et quand ce bébé va bien tirer sur le lait, il va bien le vider, donc il va encore se remplir. C'est un effet hormonal dont on a parlé. Plus vous en donnez, plus vous en avez. Maintenant, si vous n'en donnez pas, forcément, vous n'en aurez pas. Et puis la stagnation pondérale par mauvais transfert de lait. Donc un bébé qui ne prend pas de poids, il faudrait se poser des questions. Avant de passer justement au diagnostic mqantin, il faudrait voir déjà ce qu'on a. Un bébé qui est dormeur tout le temps, forcément il ne va pas téter comme il se doit, donc il faut le réveiller pour lui donner. Des tétées trop courtes ou inefficaces. Ça c'est pas une tétée. Minimum 15 minutes. Et puis inefficace, c'est-à-dire il tète mais comme s'il prenait une tétine. Moi ça m'arrive des fois de voir des mamans juste les observer, ou ça m'arrive parce que le flair ديال البيدياتر اللي كياكلني لساني واخا كنكون في شي بلاصه اللي ما عندها حتى علاقه بالهوبيتال je vois une maman donner le sein comme ça وهي لا وهو مسكين قبطو بحال une tétine تقول لها مدام واش كيرضع كيرضع لا ما كيرضعش مدام راه قبطو بحال الهايه et donc ça va vous embêter madame vous lui faites peur parce que vous lui dites راه هذا حتى العام يبقى لاصق لك في le sein حتى العام وانت كتفيقي معاه parce que vous donnez pas ce qu'il faut. Un bébé, il doit téter, il doit savoir que ce n'est pas un instrument on ne va pas s'amuser avec un sein, il est là pour lui procurer un petit plaisir, mais surtout pour le rassasier. Il n'est pas là pour jouer le rôle de la tétine. Maintenant, si vous voulez lui donner une tétine, vous donnez une tétine artificielle. Et donc finalement, vous vous retrouvez justement avec un sein qui est là, mais qui ne sert à rien. Donc il faudrait faire attention à la manière avec laquelle on donne le lait. Une mauvaise technique de succion, le frein de langue. Quand vous avez un bébé qui a le frein de langue, donc le frein qui est le sein, je ne sais pas comment vous appelez ça, le palais c'est le fort, et ici c'est quoi? C'est le plancher, non? Vous avez touché l'oreille. Et ça fait. Donc on est bleu, Kamlin. Bon, toutes les manières, vous avez un frein de langue qui va prendre la langue et il va la tirer vers le bas. Les deux complications, c'est le fait qu'il ne va pas bien téter. Parce que la langue, pour bien sucer, et elle est attachée en bas. Et le deuxième problème, c'est l'élocution, l'hadra. C'est des bébés qui vont reconnaître grouadin. Donc normalement, si vous voulez leur éviter ça, il faudrait le couper. C'est un petit geste rapide qui va se faire avec du bistouri et ça marche. Donc une mauvaise conduite de l'allaitement,
par des tétés à heure fixe, comme la maman dont je vous ai parlé. Tétés à heure fixe, 4 في 8 تعطيك في 8 4 تتغدى في 12 تعطي في 12, ça marche pas avec les bébés. Les bébés c'est à volonté. Vous donnez à volonté, vous aurez une bonne montée laiteuse. Les tétés peu nombreuses et avec des compléments. La غير ضع شويه وجاني بقى جيعان وعطيته. كي تعطيه اللويزه, mais qu'est-ce que vous donnez madame? De l'eau sucrée? Est-ce que vous croyez qu'avec de l'eau sucrée il va grandir? C'est du n'importe quoi. Parce que le mahlo, tout simplement parce que le sucré, tous les bébés adorent le sucré. C'est pas normal. Donc soit vous donnez une tétée, mais vous faites pas croire à vous-même ou aux gens que vous donnez le sein. Le sein, c'est vous donner 15 minutes d'une manière assez bien, et vous sentez que le bébé est rassasié. Puis, les motifs aussi fréquents, l'insuffisance secondaire de lait. Une maman qui avait une bonne montée laiteuse, à un certain moment, elle dit que sachez qu'il y a plusieurs facteurs. Si elle ne donne pas la tétée d'une manière assez fréquente, si elle a le congé de maternité et son chef, son boss, ما يخليهاش تخرج ولا ما دايرش مع هذيك الساعه رضاعه ولا هذه ولا هذه او لا ديجا هي psychiquement il y a un petit problème راه ماشي المراه كتبوحد ملي كتقول لك non quand j'ai eu des problèmes في هذا ما بقيتش نرضع. C'est vrai parce que tout le stress aussi il joue sur la montée laiteuse. Une maman trop stressée, elle va pas pouvoir produire du lait parce que tout se passe au niveau du cerveau, c'est clair. شحال من وحده كتقول لك في الاسبوع مشى لي الحليب حيت في الاسبوع تما كيضربوا المغاربه سبحان الله العظيم. Donc mais c'est vrai, moi je reçois des mamans كتقول لكم الاسبوع ما عاد طلع الحليب. Le baptême, d'accord? Donc au baptême, on n'a plus de montée laiteuse et c'est bizarre. Pourquoi? Parce que de toutes les manières, cette maman, elle n'est pas bien sur le plan psychique. Donc pour que cette maman soit à l'aise, il faut là quand même, elle a un dérèglement hormonal, elle va pas bien, elle est passée pour une période très difficile. L'accouchement, c'est la femme qui a accouché. Donc il faudrait quand même ne pas prendre ça à la légère. Il faudrait se comporter avec une maman comme il se doit, messieurs les hommes, d'accord? Donc il faut faire attention. Puis la recherche d'autres pathologies, il faut le faire. Et puis, l'engorgement, c'est quoi les motifs fréquents? Les engorgements et lymphangite. Une maman qui ne donne pas assez le sein, et le sein, il va se remplir d'une manière assez importante, il va devenir tout rouge, tout douloureux, et forcément, douloureux, la maman est réticente pour donner la tétée. Il y a un petit engorgement, après ça devient carrément une lymphangite, et si ça ne marche pas, on peut passer carrément à l'abcès. Et ça, c'est grave. Donc souvent, suite à des tétées trop espacées. Un bébé, sachez qu'un bébé, toutes les 3 heures, il واخا يكون ناعس ملي كيوصل داك لو ريتم ديال 3 heures سبحان الله toujours سبحان الله parce qu'il y a des trucs qu'on n'arrive pas à expliquer. Vous sentez vos seins qui sont bien remplis. Donc ديك الساعات il عيطتي كنتي خدام ou tu appelles à la maison, ils vous disent il vient de se réveiller. Il pleure. C'est bizarre, il va se réveiller au moment où vous sentez vos seins bien remplis. Donc normalement, quand vous ne donnez pas le sein au moment opportun, ça donne un engorgement. Et donc les seins, la maman, elle a des seins qui sont engorgés, les tétés sont trop espacés, et quand elle va revenir, elle ne va pas pouvoir donner le sein parce que ça lui fait tellement mal, et donc avec le cercle vicieux, l'abcès, et cette maman va arrêter de donner la tétée. Donc avant d'en arriver là, il faut déjà donner des tétées très fréquentes. Il faut faire des compressions, et ça c'est très important. Le chaud et le froid, c'est comme si vous avez un problème de circulation sanguine. Ça, il faut le faire. Soit prendre une douche et vous mettez de l'eau chaude carrément, puis de l'eau froide. C'est comme si vous permettez de rétablir une certaine circulation sanguine et qui va permettre de dégager ce lait qui est là. Ou alors des compresses qui sont vraiment très chaudes, alternées avec des compresses qui sont froides. Et ça marche très très bien. Il faudrait faire attention aussi, il ne faut pas comprimer les seins. Comprimer les seins, il y a des soutiens-gorge qui sont spéciaux à l'accouchement pour ne pas avoir cette tension sur le sein et donc forcément ça va permettre de l'engorger. Il y a le porte-bébé, donc les porte-bébés, il ne faut pas trop les serrer, il faudrait laisser assez d'espace entre le bébé et les seins de la maman. Et puis bien sûr, faire attention par rapport aux crevasses surinfectées, c'est-à-dire un bout de sein, il y a des moments où elle pleure. À chaque fois que je lui donne le sein, il tire, la première des choses, les bébés ils sont très intelligents. Il ne faut pas les laisser mordre le mamelon. Je vous explique ça parce que de toutes les manières, étant médecin généraliste ou pédiatre ou n'importe, des questions. Donc il faudrait les avoir en tête et surtout étant maman, d'accord? Les crevasses, ça arrive quand le bébé va mordre sur le mamelon et c'est très très douloureux. Et aujourd'hui il va mordre, le lendemain après vous allez vous retrouver avec des gerçures, c'est-à-dire des lésions et la maman ne va plus avoir envie de donner le sein. Des fois, il a vomi du sang.
Ah bon? Je l'examine, tout est bon, il prend sa vitamine K, il n'y a pas de raison. Je revois, j'ai le réflexe de lui demander, Madame, est-ce que je peux voir les mamelons? Et je trouve les mamelons qui sont vraiment pleins de sang. C'est un bébé qui tire tellement sur le sein qu'il a fait une gerçure, une crevasse, et qui commence à téter ce sang-là, et il va le vomir, on va croire qu'il a fait des hématémèses, alors que c'est juste du sang dégluti, du sang de sa mère. Donc si on ne prend pas le temps de traiter cette maman, donner le temps à ce sein pour qu'il soit plus sain qu'avant, plus sain, je dirais sain, S-A-I-N. Donc le sein, il devrait être sain pour donner du lait correctement. Cette maman, forcément, va laisser tomber l'allaitement, c'est très important. Je vous dis ça, le cours, il me tient à cœur parce que déjà, je suis une maman, je suis pédiatre et je vois le déclin de l'allaitement maternel. Donc s'il vous plaît, mesdames, messieurs, faites en sorte de conseiller les mamans généralement, les encourager pour entretenir l'allaitement maternel. Donc les motifs fréquents toujours, donc vous avez des crevasses, vous avez de lymphangite, un engorgement avant qu'on arrive à l'abcès, donc il faudrait mettre cette maman au repos. Elle en a marre, elle a des crevasses, elle a des seins qui saignent, vous n'allez pas lui dire donnez le sein, madame, c'est de la torture ça. Donc il faudrait quand même qu'elle se mette au repos. On lui donne des antalgiques, généralement du paracétamol, ça marche très très bien. Les tétées devraient être fréquentes, mais en donnant du repos à cette maman, et en traitant ce qu'elle a. Si elle a des crevasses, forcément il faudrait les traiter. Mais si elle sait le sein, c'est pas normal. Les massages des seins avec les aréoles, l'application du chaud et de froid en alternance sur les seins, la correction de la position du succion. S'il a un frein de langue, ça va permettre aussi de mordre encore plus, parce qu'il n'arrive pas à téter, il va mordre le sein, donc il faudrait quand même qu'on enlève ce frein de langue. Les antibiotiques s'il y a de la fièvre, parce que des fois ça donne de la fièvre. Les crevasses, au fur et à mesure, une infection, s'il vous plaît. Et puis, s'il n'y a pas d'absence, bien sûr, d'amélioration au bout de 24-48 heures, il faudrait penser à donner des antibiotiques. C'est une maman qui souffre quand même, qui a des seins qui sont comme ça, enflés, rouges, douloureux, et ça fait mal. Généralement, l'engorgement se fait vers le 3e jour quand il y a une bonne montée laiteuse, parce que le 3e jour, c'est tout à fait physiologique. Maintenant, il faudrait savoir vider les seins. Maintenant, vous avez des seins qui sont tout le temps engorgés, ça ne va pas donner envie à cette maman de donner le sein parce qu'elle a mal, tout simplement. Les seins douloureux, par mauvaise position de l'enfant par rapport au sein. Vous le prenez mal, donc forcément il va tirer sur le sein et donc il va vous faire mal. Donc il faut faire attention, la manière avec laquelle on prend le bébé, toujours la tête au niveau du creux et le dos qui est avec la tête qui sont droits sur toute la main de la maman. Donc il faudrait vraiment le prendre d'une manière assez confortable. Le frein de langue, il faudrait le corriger. La dépression intrabuccale excessive va se faire justement par ce frein de langue. L'utilisation des tétines, tellement les tétines qui sont en silicone, il croit qu'il prend de la silicone, alors que le sein de la maman c'est juste la peau, d'accord? Et donc il tire sur une tétine. Donc il faudrait qu'il sache que c'est pas ça. Et ils sont malins les enfants. Quand vous avez un bébé qui tire dessus et qui mord, il faudrait sortir le sein, enlever le bébé du sein et lui expliquer. Non, il va comprendre. Il va finir par comprendre. À chaque fois qu'il va tirer sur le sein, vous le sortez. Ils sont très malins, ils comprennent. C'est pas parce que c'est un nouveau-né qu'il parle pas qu'il comprend rien. Ils comprennent tout. D'accord? Et après, il va comprendre qu'à chaque fois qu'il va tirer sur le sein, on va le priver de sein jusqu'à ce qu'il s'adapte et qu'il le prenne correctement. Puis les bouts de sein en silicone aussi, c'est déconseillé parce que la silicone, elle est dure et on a l'impression de prendre le sein de la silicone. C'est pas bien. Les surinfections, quand ils sont là, il faudrait les traiter. Le vasospasme du mamelon, le vasospasme, savent toutes les femmes et les filles le sentent. Quand il fait froid, il y a un spasme du mamelon. Vous avez mal au niveau du mamelon quand il fait avec le froid de canard. Donc forcément, on a mal, c'est un vasospasme parce qu'il y a des petits vaisseaux qui sont là et qui forcément vont faire mal. Donc ce vasospasme, la tétée, ça fait mal. Donc il faudrait quand même que cette maman se mette dans des conditions assez agréables pour donner à téter. L'examen du sein avant et après la tétée et puis la cavité buccale du bébé. Donc normalement, s'il y a ce frein de langue, ça ne va pas arranger les choses. Donc il faudrait qu'on voit le sein avant et après. Et si on a un sein, surtout un mamelon qui devient rouge et que vous voyez le liseré, c'est qu'un bébé qui tire sur le sein. Donc ça, c'est pas normal. Il faudrait qu'on voit pourquoi. Si c'est un frein de langue, il faudrait l'enlever. S'il n'y a pas de frein de langue, il faudrait que cet enfant comprenne qu'à chaque fois qu'il va mordre ce mamelon, il n'aura plus droit à la tétée et il va comprendre. Le soutien de la mère, c'est très important.
La maman elle est en situation difficile, elle a mal, et tout le monde lui dit non, donnez le sein. Il y a la grand-mère qui est là, qui demande à donner le sein. Il y a l'autre grand-mère, le papa aussi. Et cette maman qui est en train de souffrir, il faudrait quand même la soutenir, il faut lui donner des antalgiques, et il faudrait suspendre transitoirement les tétés du côté douloureux. Comme ça, au moins, elle va se reposer, elle donnera le sein d'un seul côté, elle pourra tirer son lait de l'autre côté, le temps que le sein se repose et que tout rentre dans l'ordre. Donc, vers la fin, je vais terminer par les objectifs et les axes stratégiques du ministère en matière d'allaitement maternel. Donc, chaque fois qu'il y a des axes qui posent problème pour l'État, il y a des axes stratégiques qui se font dans ce sens. Et quand on a vu qu'on est passé de 50% à 30% pour se retrouver à 20 et quelques % en matière d'allaitement maternel, le ministère a décidé de réaliser une stratégie dans ce sens. Donc il faudrait quand même qu'on arrive, bon, c'était les stratégies jusqu'à 2016 qui ne sont pas encore mises à jour, c'est-à-dire la dernière stratégie qui a été mise à jour, c'était pour 2016, et là on attend encore les statistiques pour voir est-ce qu'on est arrivé à ce qu'il fallait ou pas. Vous avez vu que tout à l'heure, les dernières statistiques qu'on avait, c'était en 2011. On va les toutes récentes. Il n'y a pas de plus neuves. Normalement, c'est tous les 5 ans qu'on fait des statistiques. A priori, cette année, on aura des statistiques de 2017 pour voir où est-ce que l'on est en matière d'allaitement maternel. Donc, il faudrait mettre au sein précocement le bébé dans la demi-heure suivant l'accouchement. Et ceci, on doit arriver à le réaliser chez 50% des femmes, parce que d'abord, il y a 27,8% de femmes qui font ça, d'accord? L'allaitement maternel devrait être exclusif durant les 6 premiers mois pour minimum 50% des femmes, c'est-à-dire au moins, à part le lait maternel pendant les 6 premiers mois. Et les axes stratégiques vont se baser sur 3 axes. La promotion de l'allaitement maternel en renforçant les compétences des professionnels de santé, et je commence par vous. D'ailleurs, je mets beaucoup d'énergie pour expliquer ce cours, parce que je voudrais que ça vous arrive à vos cœurs, parce que c'est très très important ce que je vous dis là. Et puis, la diversification alimentaire qui devrait se faire vers 6 mois révolus, la redynamisation de l'initiative hôpitaux amis de bébés. Avant, moi j'ai travaillé à l'hôpital Avicenne, c'était un hôpital ami de bébés. Il y avait des hôpitaux qui sont désignés hôpitaux amis de bébés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là, ils proscrivaient d'une manière vraiment catégorique que les gens qui promotionnent le lait maternel mettent leurs pieds au niveau de la salle d'accouchement. Et ça, c'est très important. Même si je travaille avec les firmes de lait, je le dis oui, mais je travaille avec les firmes de lait pour les indications qui sont assez précises. Je ne demande jamais à une femme qui devrait allaiter, ou je prescris jamais systématiquement à une femme qui devrait allaiter du lait. Jamais, jamais. Je le dis avec un grand J. Ça, c'est très important. À partir du moment où vous rentrez dans une maternité, que vous trouvez une affiche كبيرة فيها الحليب. Donc, on travaille avec alors que normalement, on devrait promotionner l'allaitement maternel. Ça, c'est inconcevable dans un contexte comme le nôtre. D'accord? La facilitation en cas de maladie, d'hospitalisation, pour le couple mère-enfant dans les maternités de se retrouver ensemble. C'est ce qu'on appelle les unités kangourous. On travaille pour avoir une unité kangourou. Il y a la première qui a été créée au Maroc, à Rabat, et là on va travailler pour avoir une autre ici sur Oujda, parce qu'on a un petit service. On n'a que 15 lits. Au niveau de Farabi, on a 11 lits. On profite de l'existence du service de pédiatrie pour avoir une chambre où on peut avoir des mamans auprès de leur bébé, mais au niveau du CHU, on n'en a pas, et donc on travaille là-dessus. Pourquoi? Parce que des fois, vous avez des bébés qui vont rester là pendant 3 semaines. Une méningite, moi je les prends pas moins que 3 semaines. Imaginez un bébé qui est là pendant 3 semaines et la maman ne donne pas le sein pendant 3 semaines. Est-ce qu'elle pourrait après allaiter? Jamais. Même si elle vient, même si elle nous ramène son lait, même si elle fait les mains et les pieds mskina, forcément ça ne va pas marcher. Si je le prends pour la première semaine, je l'équilibre, je le retape, on a dépassé la phase grave et on n'a que des antibiotiques à donner, j'aimerais bien le remettre à sa maman à côté de moi, dans un service qu'on appelle unité kangourou. Vous connaissez le kangourou, c'est l'animal qui porte son bébé dans son ventre, et justement c'est ça le système kangourou. D'ailleurs, même si vous voulez envoyer un bébé d'ailleurs, il n'y a pas mieux que le système kangourou si vous n'avez pas de couveuse de transport. Le système kangourou, il est le mettre en contact avec la chaleur de la maman et de la personne qui le transporte, parce que vous lui transmettez votre chaleur, et c'est très important. Ces unités kangourou servent à ça, à se retrouver à proximité de la maman, à profiter du lait maternel de cette mère. L'amélioration des connaissances, des pratiques de communauté en matière d'allaitement maternel et puis en matière de diversification alimentaire, c'est notre rôle à nous, et c'est le rôle aussi de l'école des mères au niveau des centres de santé. La création d'un environnement favorable à l'allaitement dans le milieu de travail.
Et ça, vous le trouvez nulle part. Je suis tout à fait d'accord. Peut-être espace pour le garrot, pour les gens qui fument, mais jamais vous trouverez un espace pour les mamans qui allaitent. Et ça, je trouve que c'est désolant quand même. Comment voulez-vous que cette femme donne à téter à un bébé, surtout comment voulez-vous? Parce que quand même, c'est de la pudeur. Il y a des femmes qui ne peuvent pas donner le sein en public, ce que je trouve tout à fait légitime. Donc, il faudrait les encourager. Puis, la célébration annuelle de la semaine nationale de la promotion d'allaitement maternel. L'année dernière, c'était du 28 mars au 2 avril. Donc, cette année, on va nous annoncer les dates exactes. Le soutien d'allaitement maternel par les professionnels de la santé, la société civile, tout ce qui est organismes nationaux, les médias audiovisuels et la presse écrite aussi, parce que c'est très important. Quand on promotionne l'allaitement maternel, on a des émissions radio. Chaque année, on anime des émissions radio auprès de la SNRT, par exemple, à notre niveau, où on a des questions-réponses directes avec l'entourage, avec les gens qui sont en contact avec ces mamans-là et même les mamans. La protection d'allaitement maternel à travers un cadre juridique réglementaire, en commençant par la commercialisation des préparations pour nourrissons. Et quand je dis un cadre réglementaire, c'est-à-dire ne jamais prescrire d'emblée le lait artificiel, ne jamais laisser les échantillons auprès des maternités, parce que donc, quand alors que ça ne se fait pas, ça ne devrait pas se faire. Ça, c'est anti-éthique et ça, normalement, ça ne correspond pas aux règles qu'on devrait suivre. Le congé de maternité, et là c'est très important, il est passé à 14 semaines dans le code de travail. Ce n'est plus 12 semaines, heureusement. Et là, on est en train d'œuvrer pour le faire arriver à 6 mois. Parce qu'au Canada, aux États-Unis, dans les pays qui se respectent, il y a un congé de maternité qui est très très important. Ça ne va pas arranger les hommes, mais c'est comme ça. Donnez à téter si vous ne voulez pas que cette femme allaite. Bah oui, tout simplement, c'est ce que je dis moi aux hommes quand ils ne sont pas d'accord. La disponibilité, bah oui, vous voulez être papa, vous voulez avoir des bébés en bonne santé, vous ne voulez pas travailler quand la maman n'est pas là, donc c'est pas normal. Et sachez qu'il y a un congé de paternité dans les pays qui se respectent et les gens sont aussi payés pour les congés de paternité. Pour dire que le papa aussi a son rôle à jouer en matière de congé quand il est là. Il doit aider cette maman. Et, la dernière fois, on m'a parlé d'un congé de paternité où le papa, il a 700 €. Il ne travaille pas, mais il est là pour avoir le congé de paternité pour être auprès de son petit. Et ça, c'est très important. La disponibilité de locaux favorisant la pratique de l'allaitement maternel dans les lieux de travail et les lieux publics. Et nous, étant responsables, faciliter la tâche aux mamans. Un service qui est hyper chaud, mais quand j'ai une maman allaitante, je la fais sortir du tableau de garde pendant 1 an. C'est malgré moi. Mais c'est un service chaud, j'aimerais bien qu'elle travaille. Mais malgré tout, quand même, je suis là en train de promotionner l'allaitement maternel. Ça n'a pas de sens. Donc, je la fais sortir du tableau de garde systématiquement. Elle fait que le normal. Le normal, on lui facilite la tâche. Elle a 16 heures où elle devrait bénéficier de ces heures-là pour donner à téter à son bébé. Il faudrait être assez souple. On est maman avant tout, on est femme avant tout. Donc, il faudrait quand même batailler pour. Les stratégies proposées par l'OMS UNICEF axées sur 10 actions, c'est concernant les hôpitaux amis de bébé, pour que vous compreniez ce que c'est qu'un hôpital ami de bébé. Donc, la première des choses, c'est adopter une politique d'allaitement maternel formulée par écrit et systématiquement portée à la connaissance du personnel soignant. On dit bien par écrit parce que donc, généralement, il faut toujours mettre une trace. Par contre, quand on fait un écrit, on signe sur l'écrit, le pacte donc on est d'accord. Puis donner à tout le personnel soignant les compétences nécessaires pour mettre en œuvre cette politique, c'est-à-dire depuis اللي خدام في الباب حتى الشيف دو سيرفيس ما كاينش شي واحد اللي غادي تقول له لا انت علاش كتهضر مع لا ماما على l'allaitement maternel. Moi ça me dérange pas. Autant lui expliquer, l'aide soignante elle est là pour le faire, l'étudiant 4e année, le 6e année, l'interne, le résident, il y a que le résultat est le même. هذا هو l'essentiel, je m'en fous. Puis informer toutes les femmes enceintes des avantages de l'allaitement au sein et de sa pratique. هادشي اللي قلنا لكم في الكور ما غاديش نقول لها ان كور عليه مي لو ماكسيموم ملي كتقول لها راه ما غايجيكش الكونسير ديال لو سان ما غايجيكش الكونسير دو لوفير ما غاتجيكش هادي لو بيبي ما يبقاش يمرض لك بزاف ما غايديرش elles sont quand même convaincues c'est pas des femmes bêtes. D'accord? Les femmes elles sont intelligentes quel que soit leur niveau intellectuel, il faudrait juste savoir quoi leur dire. Placer les bébés en contact peau à peau avec leur mère immédiatement après la naissance pendant au moins 1 heure. C'est très important ce peau à peau, chose qu'on n'arrive pas encore à
pratiquée chez nous. On peut la pratiquer dans des conditions autres, mais chez nous, on n'arrive pas, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai assisté à des accouchements vraiment, il y a des années de ça, bon, je dirais il y a 10 ans quand même, là où j'étais en France, et on voyait que le bébé qui la première des choses, mais le liquide diélo, on le pose directement sur son torse, sur ses seins, et donc elle va sentir, le bébé il va sentir cette odeur, il y aurait cet échange, et le fait que le bébé soit en contact avec la maman juste après la naissance, ça déclenche tout ce qui est cascade hormonale et ça déclenche cette montée laiteuse qui va se faire rapidement. Donc normalement, il faudrait batailler pour avoir ce genre de pratique. Et encourager les mamans à allaiter. Quand le bébé il est prêt, proposer de l'aide si besoin, c'est-à-dire si c'est une maman qui dit qu'il faudrait prendre le temps de lui expliquer qu'il va non, ça c'est du n'importe quoi. Il faut prendre le temps de lui expliquer et généralement ça marche très bien. Moi ça m'est arrivé de récupérer même des mamans qui ont décidé d'arrêter d'allaiter. Elle doit faire une consultation autre, pas pour l'allaitement maternel, au cas de J. Et je demande, je pose des questions. Moi, j'ai arrêté d'allaiter. Il y a combien de temps, madame? Elle dit, si, madame, vous voulez encore, vous avez la volonté d'allaiter? Oui, mais on peut reprendre ça. Vous prenez le temps de bien expliquer, donner normalement de l'eau, les conseils par rapport à la montée laiteuse efficace et donner même des médicaments. Sachez que maintenant, il y a plein de médicaments qui sont à base de fenugrec, et qu'on peut donner en période après l'accouchement et qui peuvent augmenter cette montée laiteuse, mais d'une manière très très efficace, c'est très important. Jamais de fenugrec pendant la grossesse, mais par contre après l'accouchement, oui. Jamais avant la grossesse, pendant la grossesse, parce que ça donne des malformations du tube neural, je l'ai dit je pense. Mais après l'accouchement, c'est bon parce que ça permet d'augmenter la montée laiteuse, mais il faut faire attention parce que c'est un stimulant d'appétit pour les mamans, il faudrait qu'elles fassent attention pour ne pas trop grossir. Indique aux mères comment pratiquer l'allaitement au sein et comment entretenir la lactation, même si elles se retrouvent séparées de leur nourrisson. À partir du moment où on leur dit que vous pouvez garder votre lait au niveau du réfrigérateur pendant minimum 8 jours, au congélateur pendant minimum 3 semaines, voire des mois, ça pourrait marcher, pourquoi pas. Ne donnez au nouveau-né aucun aliment, ni aucune boisson autre que le lait maternel, sauf si vous avez une indication médicale à cela, et laissez l'enfant avec sa mère 24 heures par jour, c'est très 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 important. C'est pourquoi on doit batailler pour avoir ces fameuses unités kangourou. Encourager l'allaitement au sein à la demande de l'enfant, c'est-à-dire machib qui ou dire le sa'a la adkla. Non, ça ne marche pas comme ça. Les premiers temps, c'est à la demande. Chaque fois qu'il pleure, vous lui donnez le sein. Et donc, à un certain moment, ça va devenir un réflexe. Il y a la montée laiteuse qui va s'établir et après, on pourra décider des horaires comme on veut. Ne donnez aux enfants allaiter aucune tétine artificielle ou sucette. Idéalement, si on arrive à éviter ça, ce serait bien. Encourager la constitution d'associations de soutien d'allaitement maternel et leur adresser les mères dès leur sortie de l'hôpital ou de la clinique s'il y a des associations de ce genre. Et pour conclure, il faut savoir que l'allaitement maternel, c'est le moyen le plus naturel, le plus adapté pour le nourrisson. Et puis, bien sûr, c'est bien pour les capacités rénales de ce nourrisson. Il a des bienfaits que ce soit sur le plan nutritionnel, que sur le plan affectif, que sur le plan relationnel avec cette maman. Il est souhaitable dans tous les pays du monde, mais il est vital chez nous. On est un pays en voie de développement, on est à ressources très limitées, donc il faudrait qu'on encourage l'allaitement maternel. La nécessité de stratégies de promotion et de soutien d'allaitement maternel qui visent à améliorer la santé materno-infantile. Et merci pour votre attention.